Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Charlotte et moi, Charlotte qui est infirmière dans le service, et je suis le chef de service de réanimation pédiatrique à Robert Debré. Marc m'avait demandé lors de cette session de parler, donc on va parler à deux voix. D'abord un point médical sur ce qu'il faut savoir aujourd'hui du décubitus ventral et des manœuvres de recrutement dans le SDRA, avec comme objectif, je vais parler un peu vite parce que j'ai trop de diapos, donc je vais essayer de rattraper le temps, pour laisser la parole au côté pratique et de la présentation de Charlotte après. Essayer de comprendre, essayer de connaître les résultats actuels et surtout dans le décubitus ventral avec un papier important de l'année dernière, adulte mais dont il faut qu'on tienne compte, savoir-faire et surtout s'approprier, ramener chez soi après un protocole à partir de ces données-là pour faire son protocole à la maison avec ses docteurs, dans une étroite collaboration bien sûr médico-infirmière. On vient d'évoquer plusieurs questions où tout le monde doit travailler ensemble. Il y a un déséquilibre sur cette diapo entre tout ce que je vais dire et ce que va dire la pauvre Charlotte toute seule, mais en pratique non, on va essayer de faire 10-10. Les principes physiologiques, les études adultes, les études pédiatriques et le résumé théorique pour chacune de ces deux techniques, le décubitus ventral et les manœuvres de recrutement. Alors si je résume sur, c'est pas que ma version, mais pour essayer de faire en une phrase tout ce qu'a raconté Marc avant la technique, qu'est-ce que c'est qu'un SDRA? C'est un œdème alvéolaire hypoxémiant, subaigu, non cardiogénique par augmentation de la perméabilité capillaire. Et il vient de vous démontrer beaucoup de points importants, entre autres sur la ventilation. Et sur quoi il a insisté, vous avez dû le noter, c'est sur cette dissociation entre la radio, en haut à gauche, figure A, une toxoplasmose, où on a l'impression que tout est homogène, les 4 cadrans pulmonaires sont atteints. Et comme vous le savez, quand on fait un scanner, et c'était l'équipe de Gattinoni il y a déjà 20 ans qui montrait ça, il y a deux poumons, comme on vous l'a bien expliqué. Une pneumocystose en bas à gauche, une atteinte avec une inhalation de voie de spirit, tout ça chez des tout petits. Vous voyez là que même la radio montre cette dissociation entre le poumon dit sain radiologiquement et puis le poumon malade, et une atteinte qui ne rentre pas dans le cadre d'un SDRA, éternelle discussion qui n'a pas été reprise en 2012, sur une asymétrie droite-gauche. Mais le SDRA, c'est surtout aussi des anomalies très hétérogènes des rapports ventilation-perfusion, des atteintes qui sont variables dans le temps, ça vous a été dit sur ces 3 phases progressives, aggravées par la toxicité de la ventilation, j'espère que vous l'avez compris du topo précédent, avec effectivement des vrais problèmes d'hypoxémie, mais aussi parfois des problèmes d'hypercapnie, et une très forte interaction cœur-poumon. Et après la prise en charge et les progrès de la ventilation mécanique, l'importance a été de considérer, ce qu'on vient d'évoquer déjà, considéré comme une technique adjuvante, l'HFO, et ce qu'il y en a d'autres, et celles qui font débat depuis très longtemps, dont on parle dans ce congrès depuis très longtemps, bien avant que nous soyons nés tous ensemble ici, c'est le décubitus ventral et les manœuvres de recrutement. Pourquoi? Pour, en plus de la ventilation, tenter de se retrouver dans une zone où on va tenter d'améliorer la compliance, donc cette capacité à ouvrir son poumon, une variation de pression pour donner le maximum de volume. Vous voyez la courbe du sujet sain et la courbe d'un patient en SDRA, pour tenter de se placer au-dessus du point d'inflexion inférieur, on va en reparler. D'ouvrir des zones qui sont collabées sans aller distendre les zones saines. Marc l'a bien expliqué, c'est 2 diapos qui ont été prises dans un topo d'Asphar de Samir Jaber. Mais aussi d'aller essayer de récupérer une capacité résiduelle fonctionnelle, ce volume résiduel dans les poumons, qui est souvent altéré chez l'enfant et encore plus dans le SDRA, où on va avoir un travail ventilatoire au moindre coût pour se placer au-dessus de ce point d'inflexion inférieur sans aller dépasser le point d'inflexion supérieur où on va caricaturer, le poumon explose et on a tout le barotraumatisme que vous avez vu tout à l'heure. Alors pour tenter d'avoir tout ça, ces 2 techniques adjuvantes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le décubitus ventral, il y a plein de raisons pour lesquelles on pense que ça marche, des raisons cliniques, des raisons fondamentales sur des animaux. Premièrement, ça modifie très clairement en décubitus dorsal. On voit que pour ouvrir le poumon, il faut que la pression transpulmonaire, c'est-à-dire la différence entre la pression alvéolaire et la pression pleurale, soit supérieure à la pression de fermeture des alvéoles. Et comme l'a dit Marc, il y a des zones dépendantes et des zones non dépendantes, des zones qui vont toujours rester ventilées, et puis d'autres, souvent en postérieur, qui vont être dépendantes de la position des pressions qu'on va devoir insuffler. Et ces zones-là sont fermées en décubitus dorsal, responsables d'un collapsus. Ce sont ces zones dépendantes. Quand on tourne le patient sur le ventre, on modifie ces rapports-là, la pression transpulmonaire augmente et devient supérieure à la pression de fermeture alvéolaire. On recrute ces zones qui étaient fermées initialement, sans trop dérecruter les zones non dépendantes. Deuxièmement, il est démontré dans la littérature, et surtout animale, qu'en décubitus ventral, on modifie le travail et le mouvement du diaphragme. Il y a une paralysie relative liée au poids de l'abdomen qui va être responsable et venir aggraver encore une fermeture, une atélectasie des zones postérieures, juste sus-diaphragmatique. Quand on tourne le patient sur le ventre, on répartit de manière plus uniforme ce poids, avec moins d'atélectasie au niveau des bases.
Le poids a été évoqué tout à l'heure. Le poids du cœur, une radio d'un patient chez nous avec un énorme cœur, une grosse HTAP et puis une atteinte des deux bases. Ça a été bien décrit encore par ce fameux monsieur Gattinoni qui a passé 40 ans à travailler sur le sujet et qui publie 2 papiers par semaine dans toutes les plus grosses revues sur ce sujet. Le poids du cœur lui-même sur un décubitus dorsal vient d'écraser 40% de l'hémithorax gauche. Quand on met en DV, on a diminue très clairement et encore plus avec le poids de l'œdème. Vous voyez sur un des derniers papiers qu'il a fait en décembre 2013, une grosse revue expliquant entre autres l'intérêt du DV, on voit dans un poumon rempli d'eau, quelle que soit la cause, qu'on a une aggravation de ce poids et d'un retentissement sur la difficulté à aller ouvrir les zones en postérieur. Il y a des propriétés propres à la mécanique de la cage thoracique, avec en pratique, on l'a vu, la compliance est diminuée. Quand on retourne le malade, on aggrave encore cette diminution de la compliance en rigidifiant la partie antérieure. On pourrait se dire, on ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on veut. En pratique, plusieurs papiers ont démontré qu'on répartissait de manière plus homogène les efforts et les variations de pression, et la pression, entre autres, liée à la ventilation, pour améliorer de manière plus globale la compliance. Et ça, c'est quelque chose de très pédiatrique. Je pense que vous connaissez les détresses inspiratoires. Je voulais vous mettre un film, mais ça passait pas bien, donc j'ai supprimé ça. Les détresses inspiratoires, avec sa capacité qu'a le nourrisson à écraser son thorax à cause d'une compliance thoracique bien supérieure à celle des adolescents ou des grands enfants. Et tout ça est encore plus aggravé par le rôle de la gravité et puis le rôle de l'attache des alvéoles et du poumon en postérieur par rapport à ce qui se passe en antérieur. Vous avez ici un schéma où vous voyez schématiquement le volume des alvéoles quand on retourne le malade en tenant compte de chacune de ces particularités. Pour terminer, il existe une prédominance de la vascularisation en postérieur. Si on va mieux ventiler les zones postérieures, on va améliorer les rapports ventilation-perfusion, puisque la perfusion ne va pas se modifier, et donc on améliorera les rapports ventilation-perfusion. Et dernière chose, avec des conséquences cliniques assez pratiques que vous connaissez sans doute, on va sans doute aussi améliorer le drainage des sécrétions, et quand on retourne ces malades, surtout vrai chez ceux qui en ont le plus et les plus grands, on a durant les premières ou les 2 premières heures des sécrétions abondantes qui remontent, qui peuvent participer aussi, témoins sans doute de l'ouverture de ces zones postérieures. Donc plein d'arguments pour dire que le DV marche, entre autres, chez l'animal et dans plusieurs études. Qu'est-ce qu'il en est en pratique clinique? Et la grosse révolution de cette année, du mois de juin 2013, j'ai repris ici, en copiant directement ce qu'a publié M. Gattinoni en décembre 2013, les revues des 5 grosses revues sur l'intérêt du décubitus ventral. Et comme vous le voyez en bas, on a quand même fait une 5e étude. Les collègues de Lyon Multicentrique en France ont fait une 5e étude, alors que toutes les précédentes n'avaient pas démontré du tout d'amélioration et d'intérêt sur la mortalité de la mise en décubitus ventral. Et en pratique, c'était des patients graves, avec un P sur F très sévère, mais au moins durant les 2 premières études, on n'appliquait pas de ventilation protectrice, mais même dans les 2 dernières et les plus récentes, on appliquait une ventilation protectrice assez longtemps, et malgré ça, on n'avait pas réussi à démontrer. Et il a quand même été construit et financé une grosse étude qui a apporté un résultat intéressant, parce que, en faisant justement une méta-analyse, on s'était rendu compte que dans les patients les plus sévères, le décubitus ventral pouvait apporter quelque chose. Et bingo, la dernière étude publiée en juin 2013, 474 malades, très sévères, pris tout de suite, avec une ventilation protectrice, avec au moins 17 heures ou 18 heures, 17 heures réalisées durant les 4 premiers jours avec une ventilation protectrice, on montre une diminution très nette de la mortalité dans le groupe décubitus ventral. En pédiatrie, comme tout à l'heure, rien. Et je vous ai pris qu'un seul papier ici, qui est un papier de bonne facture, qui a déjà été publié en 2005 par une équipe américaine. Là, l'étude a été arrêtée pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas d'effet. Et on ne pouvait pas continuer à inclure des patients. 51 patients en DV, 51 patients en décubitus dorsal, 2 ans d'âge médian, un prisme à 11, 2 défaillances d'organes en plus du poumon, avec un P sur F altéré et plutôt bien malade. Et on retrouve les causes qu'on a vues tout à l'heure. Donc plutôt quelque chose de représentatif de nos patients et quand on regarde tous les marqueurs qu'a évoqué Marc tout à l'heure, rien ne sortait du tout, l'étude a été arrêtée. Il n'y a pas d'effet aujourd'hui de preuve de l'efficacité sur la survie en pédiatrie de la mise en décubitus ventral. Si on résume pour cette technique-là, chez l'adulte, enfin, il y a 4 papiers qui avaient démontré peut-être une tendance et un papier qui vient de sortir, qui démontre que, chez les patients les plus graves, au début de la maladie, suffisamment longtemps, on améliore même la mortalité de ces patients les plus sévères. Les papiers pédiatriques ne montrent pas de preuves, doivent sans doute appliquer la même chose, et démontre par contre qu'il n'y a pas de grosses complications quand les équipes sont entraînées, d'où l'importance d'un protocole. Voilà pour le DV, on va aller beaucoup plus vite sur les manœuvres de recrutement. Les manœuvres de recrutement, c'est déjà de savoir que dans un poumon sain, la majorité du volume est liée à l'ouverture-fermeture des alvéoles.
Et donc il y a un dérecrutement spontané en général, quand nous on respire spontanément. Il est encore aggravé quand les alvéoles sont malades dans un SDRA. Et il le serait encore plus quand on fait du petit volume courant dont on vous a parlé récemment, 5-6 millilitres-kilos. On aurait tendance à avoir un dérecrutement encore plus important. L'idée de faire des manœuvres de recrutement, ça serait d'aller ouvrir ces alvéoles en améliorant l'oxygénation, voire même en améliorant la compliance. Plusieurs études depuis très longtemps, une quinzaine d'années, ont démontré des effets transitoires, variables selon les patients, avec parfois, pas tout le temps, des complications, qu'elles soient d'ordre pulmonaire, avec des pneumothorax, même parfois avec une translocation ou l'équivalent et une aggravation infectieuse, voire surtout des complications hémodynamiques. Donc, qu'est-ce qu'il en est des manœuvres de recrutement chez l'enfant? On peut en faire différents types. On peut faire des soupirs, c'est pas franchement décrit dans la littérature, c'est plutôt ancien. Ou les deux techniques utilisées et publiées récemment, vous allez voir 3 papiers très récents, c'est l'augmentation de la pression inspiratoire jusqu'à 40 cm d'eau pendant 40 secondes, ou l'augmentation progressive de la PEP en gardant une pression motrice, la différence entre la pression inspiratoire et la PEP constante, en général à 15 cm d'eau, et augmenter progressivement pour aller se balader sur cette courbe de pression-volume que vous avez vue tout à l'heure pour réouvrir le poumon. Est-ce que ça donne quelque chose au lit du malade? Il y a beaucoup de littérature adulte que je serais incapable d'analyser. Me suis focalisé avec beaucoup de littérature pédiatrique aussi, repris dans une grosse analyse de la revue en 2005, mais je me suis focalisé sur des papiers récents, vous voyez, 2011, 2012, 2013. On va en rajouter encore sur le nombre de patients. Vous voyez que la plus grosse cohorte, c'est 25 malades. Le reste, c'est que des études prospectives, plutôt bien menées, où c'est le médecin qui fait ces manœuvres de recrutement pour regarder les faits. Et on va en parler tout à l'heure. Avec différentes techniques de recrutement, comme vous le voyez, et un gain sur l'oxygénation assez fréquent, un gain sur la CRF dans le dernier papier, un gain sur la compliance la plupart du temps, avec peu d'effets indésirables, une fois une hypercapnie, une fois un retentissement sur la pression artérielle, mais qui n'a pas modifié les doses de vasopresseurs, et parfois une hypercapnie dans le dernier papier. Si on résume les manœuvres de recrutement, chez l'adulte, point d'interrogation ou peut-être au cas par cas. Chez l'enfant, nombreux résultats récents, mais dans le contexte que vous voulez voir. Mon avis, c'est que c'est au cas par cas. En cas de dérecrutement patent, malencontreusement, on a décobé le malade avec les différentes techniques. Ça veut dire qu'à notre avis, en tous les cas au mien, ce n'est pas un geste IDE propre à faire tout seul dans son coin. C'est quelque chose avec un protocole très précis établi dans le service qui va être fait en présence du médecin au cas par cas selon les patients. Pour résumer, avant de laisser la parole à Charlotte, le décubitus ventral, oui. Pour les patients les plus graves, au début de la maladie suffisamment long, on applique ici ce qu'on a démontré chez l'adulte, a priori sans complications quand on a l'habitude, qu'on a un protocole et qu'on le fait correctement, et c'est bien évidemment un protocole médico-infirmier. Je crois qu'on va vous le démontrer, et vous le savez, c'est jamais rien de tourner un malade, même si c'est beaucoup plus facile. Les manœuvres de recrutement, aujourd'hui, on n'a pas assez d'éléments, sauf après un dérecrutement, mais comme de toute façon, vous allez bien faire attention de ne jamais dérecruter votre malade, on n'en parlera pas. On choisit sa technique, elle est appliquée dans le service, et moi je pense qu'il faut que le médecin soit là pour regarder quelle technique on applique pour aller recruter ce malade.